Bonjour, chers étudiants. On va traiter maintenant le module de sédimentologie pour la filière STU, Sciences de la Terre et de l'Univers, 4e semestre. Ce module sera consacré aux environnements et séries sédimentaires. Alors, ce module est subdivisé en deux parties. La première partie, c'est les environnements continentaux, et la deuxième partie sera consacrée aux environnements marins et mixtes. Alors, cette photo montre une succession de couches. En fait, cette succession de couches, c'est une série sédimentaire. Et à partir de ces séries sédimentaires, c'est une succession en fait, de calcaire et de marne. Ça, c'est un terrain français. À partir de cette succession de couches, de ces séries sédimentaires, on va arriver à la reconstitution des environnements sédimentaires. On arrive depuis les séries sédimentaires aux environnements sédimentaires. Dans cette diapo-là, c'est un terrain marocain. Vous avez une succession également de couches, donc de petites argiles et de conglomérats aigrés. Et on va arriver à partir de ces éléments-là, à partir de ces couches-là, de reconstituer les milieux de dépôt. Alors tout d'abord, il faut passer par des notions fondamentales de sédimentologie, avec les généralités. La géologie sédimentaire, comme vous le savez, c'est une science qui étudie et décrit les roches sédimentaires ainsi que leur enchaînement dans l'espace et dans le temps. Cette description permet de définir des faciès qui sont organisés en séquence et l'ensemble nous conduit à reconstituer les milieux de dépôt. Donc vous allez remarquer que ça commence par les faciès. Ça c'est la pierre angulaire de la sédimentologie, reconnaissance des faciès. Puis après, les faciès sont groupés en séquences et les séquences vont nous ramener au milieu de dépôt. Un milieu de dépôt, par définition, c'est quoi? C'est la résultante d'un ensemble de conditions biologiques où vivent des animaux et des végétaux, des conditions physico-chimiques, température, pression, potentiel redox, pH, etc., et topographiques sont généralement un relief négatif où se déposent des sédiments qui ont existé. Ces conditions ont existé durant un temps bien déterminé et dans un espace donné. Donc l'espace il est donné et le temps il est donné. Alors, pour arriver à la reconstitution du milieu de dépôt, donc, il faut absolument définir ce que c'est que le faciès. C'est la pierre angulaire. C'est une notion fondamentale dans la reconstitution des milieux de dépôt. Définition de faciès. La première définition, c'est celle de Gressler en 1838. Qu'est-ce qu'il dit? Le géologue, il dit que c'est l'ensemble des caractères pétrographiques et paléontologiques d'une roche ou d'un terrain. Donc, c'est une définition qui a perduré pendant un certain moment. On parle de lithofaciès lorsque ce sont les caractères lithologiques qui sont déterminants. Lithofaciès, ça veut dire la nature lithologique. Comme vous avez par exemple des grès, il s'agit d'un faciès gréseux, donc c'est un faciès, c'est un lithofaciès gréseux. Quand il s'agit de calcaire, c'est un lithofaciès calcaire. On parle de biofaciès lorsque ce sont les caractères paléontologiques qui sont déterminants. Là, c'était le caractère lithologique, là, c'est le caractère paléontologique. Exemple, quand vous avez une marne qui est très riche en ammonite, on va appeler ça un faciès de marne ammonite. Lorsqu'un faciès ne peut être déterminé qu'au microscope optique, on parle de microfaciès. Lorsque le faciès ne peut être déterminé qu'au microscope électronique, on parle de nanofaciès. Et puis après, donc, est venue la définition de Moore en 1949. Et là, c'était une sorte de révolution dans le monde de la sédimentologie parce que Monsieur Moore, donc, il précise avec plus d'exactitude la notion de faciès. Il dit que le faciès, en fait, s'il désigne un corps sédimentaire qui présente des caractères pétrographiques, paléontologiques et sédimentologiques. C'est un corps sédimentaire, ça c'est la nouveauté. Alors, qui dit corps sédimentaire, ça veut dire qu'il a une forme, qu'il a une base, qu'il a un sommet. Et une forme, bien entendu, à l'intérieur, vous avez des structures. À partir de là, on va arriver à plein de résultats. Cet ensemble nous permet d'une part de caractériser les processus sédimentaires, d'autre part les milieux sédimentaires. Alors le résultat, c'est qu'on peut arriver, si on arrive à détecter les corps sédimentaires, on peut arriver à reconstituer les processus, les modalités de dépôt, et bien sûr les milieux de dépôt. Les processus de dépôt donc recouvrent l'ensemble des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, conduisant à la sédimentation. On va prendre un exemple d'application de la notion de faciès, pour arriver et à parler des processus sédimentaires. Dans cette diapositive, vous avez
Dans cette photo, vous avez des grès, et des grès avec des figures sédimentaires de type ride, de cours. Donc, c'est un faciès grès, quartzeux, aride. Donc, c'est ça la description des faciès. C'est un grès, déjà c'est une roche détritique, quartzeux, riche en quartz, et puis vous avez des rides. Et cet ensemble de cette description va nous amener à des résultats, qui sont les suivants. Alors, les grès quartzeux, qui dit grès quartzeux, ça veut dire que il est azoïque, parce que il y avait des fossiles, on les aurait. Donc le contenu biologique, il est azoïque, c'est un résultat également. Sur le plan pétrographique, donc il est riche en quartz. Et puis, les rides les rides montrent que c'est des figures sédimentaires, bien entendu. Et on a le premier résultat, c'est que c'est un dépôt lié à l'attraction. Donc à partir de cette définition de faciès, on arrive déjà à définir la modalité de dépôt, c'est qui est liée à l'attraction. Et bien entendu, si les rides sont dissymétriques, on va avoir même la direction et le sens du courant. Et bien entendu, à la fin, on va arriver à reconstituer le milieu de dépôt, et les rides avancent là, donc les rides nous renseignent déjà sur le fait que le dépôt s'est fait dans un régime hydrodynamique. D'où l'intérêt de la notion de faciès de Moore qui nous permet de reconstruire les modalités de dépôt et les milieux de dépôt. Une notion fondamentale de la sédimentologie, c'est la variation latérale de ces faciès qu'on vient de définir. Ce qu'on appelle le passage latéral de faciès. On va prendre un exemple classique, c'est celui du bassin de Paris, puisqu'il montre une variation extraordinaire. C'est une coupe est-ouest dans la vallée de Marne, dans le Crétacé. Là, vous avez des marnes gypsifères à l'ouest, et à l'est, vous avez des calcaires lacustres. Alors, si on a des marnes gypsifères ici, et des marnes et des calcaires lacustres à l'est, ça veut dire que cela est lié à un phénomène. Ceci est expliqué par la paléogéographie. S'il y a des marnes gypsifères, ça veut dire que les milieux étaient confinés. Généralement, c'est le dépôt de lagune. Si vous avez des calcaires si c'est des calcaires lacustres, grâce à la sédimentation, grâce aux fossiles, donc ça veut dire qu'ils sont déposés dans un lac. Alors si on a cette variation latérale de faciès, c'est lié à la paléogéographie. Vous avez un lac d'un côté et une lagune de l'autre côté. La distribution de faciès peut se faire de deux façons. La variation latérale de faciès peut se faire de deux façons, soit par passage brutal de faciès, ou bien par substitution latérale. Alors le premier cas, donc, passage brutal, vous avez ici des argiles à gauche, puis vous avez des calcaires à gauche, des argiles à droite. Là, vous avez un passage brutal, il n'y a pas de transition. Deuxième cas, le passage par substitution latérale de faciès. À gauche, vous avez des calcaires, à droite, vous avez des sables. Entre les deux, vous avez des sables calcaires ou bien des calcaires sableux. Le passage, il est progressif. Donc, passage par substitution latérale de faciès. Une loi très importante à connaître, c'est la loi de corrélation de ces faciès. C'est la loi de Voltaire, qui est très importante. C'était faite par M. Voltaire en 1893, qui est toujours utilisée en sédimentologie. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Elle dit que les faciès superposés d'une série géologique étaient juste apposés dans le paysage au moment de leur dépôt. Ça veut dire que s'il y a deux couches qui sont superposées l'une au-dessus de l'autre dans une série géologique, ça veut dire que les milieux de dépôt des deux faciès étaient juste apposés l'un à côté de l'autre. Je vais prendre un exemple continental. Vous avez ici par exemple une couche silteuse ou argileuse sur laquelle vous avez une couche gréseuse. Alors la couche silteuse correspond à des dépôts lacustres et la couche gréseuse correspond à des dépôts fluviatiles. S'ils sont déposés l'un au-dessus de l'autre, ça veut dire qu'ils étaient juste opposés l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il y avait un lac dans une région donnée et juste à côté, vous avez une rivière qui passe. Mais bien entendu, quand ça se fait que l'une arrive aux côtés de l'autre, ça se fait par le phénomène de migration. Vous avez la migration du fleuve sur le lac. Donc, pour avoir l'inverse, ça veut dire la migration du lac sur le fleuve. C'est pourquoi on a une superposition. Donc, la superposition des milieux de dépôt résulte d'une migration progressive
de ces milieux au cours des processus statiques. Alors, tout à l'heure, je parlais d'exemple continental. On peut passer à l'exemple marin qui est plus facile également. C'est le processus statiques de transgression et de régression. Alors, dans ce diagramme, ou bien dans cette figure, vous avez, dans ce tableau, vous avez une région N avec 3 localités, N1, N2, N3. Et dans chaque localité, donc, on a fait une coupe géologique, ou bien un sondage géologique. On a vu qu'il y avait 3 ou bien 4 couches. Couche T1, qui correspond au temps T1, ou bien à la tranche de temps T1, puis T2, puis T3, T4. Donc, chaque couche correspond à un temps donné. D'accord? Alors, bien entendu, l'analyse de ces couches montre que le dépôt se fait dans un milieu donné. Alors, en l'occurrence, ici, dans un milieu marin à littoral. Cette coupe-là montre le milieu pendant l'instant T. Au temps T, vous avez ce milieu-là, bien sûr, qui va évoluer. Alors, ce milieu qui est constitué par quoi? Par le milieu continental, bien entendu, et là, c'est le milieu marin. Et dans ce milieu marin, vous avez le milieu marin restreint, vous avez un récif de barrière, puis vous avez le milieu marin ouvert. Alors, le niveau de la mer, bien entendu, il peut monter comme il peut descendre. Lorsque vous avez une montée du niveau marin, ça veut dire qu'il y a transgression. Lorsque vous avez une baisse du niveau marin, vous avez une régression. Donc, ça c'est l'instant T, mais ce paysage, il évolue. Ça veut dire que vous pouvez avoir transgression et régression, donc les paysages vont évoluer. Le milieu marin reste un peu évoluer, peut progresser sur le continent, ce qui peut provoquer une transgression. La barrière peut également se dépasser de ce côté-là, c'est une transgression. Le milieu marin ouvert peut évoluer également dans ce sens-là, c'est une transgression. Et l'inverse, c'est vrai, vous pouvez avoir le continent qui progresse, donc c'est une régression. La barrière qui recule dans ce sens-là, donc c'est une régression. Et ça, on peut le détecter donc dans ces couches-là. La première couche, par exemple, T1, il s'agit du milieu marin restreint, et puis après on passe au milieu barrière. Donc la barrière se déplace dans ce sens. Donc on a une transgression. On passe de T2 à T3, vous avez le milieu de barrière, puis vous avez le milieu marin restreint, qui devient le milieu marin restreint. Donc on était là, d'accord, et au lieu de la barrière, on a le milieu marin restreint. Ça veut dire qu'on a une régression. Pareil pour la localité N2, donc vous avez une barrière qui passe au milieu marin ouvert. Vous étiez dans le milieu marin, dans la barrière, ou à la place de la barrière, le milieu marin ouvert est arrivé ici, ça veut dire qu'il y a une transgression. Après, c'est l'inverse, une régression. Donc vous voyez que il y a une migration faite d'un milieu sur l'autre. Migration d'un milieu sur un autre. Que ce soit milieu marin ouvert, barrière, milieu marin restreint, au continent. Et ce phénomène d'immigration, c'est ça ce qui explique la juxtaposition de couches. Alors le temps et les mécanismes de dépôt. Le mécanisme de dépôt des sédiments est très important en fonction du temps. Le premier mécanisme, c'est l'accrétion verticale. Ça se fait verticalement. C'est la capture de la matière sous l'effet de la gravité, de la pesanteur. Donc les plus grossiers se déposent à la base et les plus fins se déposent au sommet. Il s'effectue au milieu de basse énergie pour déposer cela. C'est une sédimentation relativement continue. Au CH1, par exemple, un creux dans lequel vous avez les sédiments grossiers à la base, suivi les sédiments moyens, puis les sédiments fins. Donc ça montre une polarité dans le dépôt. Donc il y a une grande décroissance. C'est une accrétion verticale. Il y a l'accrétion verticale, puis après il y a l'accrétion latérale. L'accrétion latérale, c'est le phénomène de progradation. Vous avez un dépôt sur le plan latéral, horizontal. Dans ce mécanisme, l'agent dynamique de dépôt, c'est l'attraction, c'est les vagues, c'est les courants fluviatiers. Et la sédimentation sera discontinue et de ce fait sous forme de prise. Donc ce n'est pas continu comme le cas d'aggradation verticale. C'est le cas généralement de delta, par exemple. Alors vous avez ici par exemple, le continent, la mer, les sédiments arrivent depuis le continent vers la mer. Vous avez en l'instant T1, vous avez le dépôt du premier prix, deuxième prix, troisième prix. L'évolution se fait horizontalement. C'est une accrétion latérale. Et puis vous avez un autre phénomène, c'est le phénomène de redistribution sous-aquatique. Et là, ça se réalise au niveau des pentes continentales, au niveau du talus continental.
Alors, les sédiments se sont déposés sur ce talus continental, ils sont en équilibre instable. Dès qu'il y a un mouvement, ou un séisme ou autre, donc vous avez création de ce qu'on appelle les courants de turbidité. Les courants de turbidité sont des courants qui sont très forts et qui sont assurés par ces mouvements sous-marins. Donc les courants de turbidité engendrent ce qu'on appelle les turbidites, le dépôt de turbidites ou bien de friches. Alors, pour interpréter les faciès, donc on a vu la définition des faciès, on a défini le faciès, ou bien les faciès. Après, il faut passer des faciès au milieu de dépôt. Mais comment? Pour cela, il faut admettre que les caractères des milieux commandent les caractères des séries sédimentaires. Pour faire l'inverse, pour faire la démarche inverse. Les milieux de dépôt commandent les caractères des milieux de dépôt commandent les caractères des séries sédimentaires. Pour faire l'inverse, ça veut dire le géologue vient plusieurs millions d'années plus tard, il va partir depuis les séries sédimentaires pour arriver à la reconstitution du milieu sédimentaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous avez par exemple un milieu caractérisé par une morphologie, exemple marin profond ou bien littoral, une dynamique, une hydrodynamique, un courant de traction, des vagues, et puis l'écologie des organismes qui vivent dans ce milieu-là. À partir de ce milieu, eh bien, dans ce milieu, il va y avoir un dépôt de séries sédimentaires. Donc le milieu sédimentaire commande des séries sédimentaires. Et le géologue arrive actuellement pour essayer de partir depuis les séries sédimentaires pour arriver au milieu sédimentaire. Qu'est-ce qu'il fait? Le travail des géologues, donc, va être consacré à l'étude du laboratoire, constituer les facteurs physico-chimiques, la température, la bathymétrie, la profondeur de l'eau de mer, le potentiel redox, le pH, le potentiel redox, etc. Il va examiner les sédiments, l'éthologie, la composition, la pétrographie. Il va examiner l'agencement des traces, la texture, la structure. Et puis, il va examiner l'ordre des dépôts, c'est les séquences. À partir de tout cela, donc il va arriver à reconstituer le milieu sédimentaire. Donc la reconstitution du milieu de dépôt à partir des séries sédimentaires. L'un des principes fondamentaux en sédimentologie pour pouvoir travailler, pour pouvoir comprendre les choses, c'est le principe de l'uniformitarisme. C'est ce qu'on appelle également le principe des causes actuelles, qui a été fait par Hutton en 1795. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit que l'évolution géologique dans le passé est conforme à l'évolution géologique actuelle. Ça, c'est un principe fondamental. Il faut admettre que les choses se passaient de la même façon qu'aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, voire plus. Donc c'est un principe qui est admis depuis le précambrien, avec des exceptions bien entendu, parce que l'atmosphère n'était pas constituée à peu près de la même façon, il y a certaines exceptions, et puis il y avait plus de glaciation à l'époque. Précambrien, par exemple, il y avait beaucoup plus de glaciation qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est les seules exceptions. Et puis aussi, il y a le principe scalaire. Le principe scalaire, c'est une question d'échelle, donc il faut comparer quelque chose qui est comparable. Donc il faut comparer par exemple des dépôts de lamines actuelles ou bien de feuillets avec des feuillets anciens. Il faut comparer des dépôts de bois actuels avec des dépôts anciens pour pouvoir travailler. Donc l'analogie entre les caractères des séries sédimentaires et ceux des dépôts actuels sont tout à fait confirmés à condition de comparer des objets de même échelle. Comparer les feuillets avec les feuillets, les bancs avec les bancs, et les séquences avec les séquences, et encore, donc, il y a plusieurs types de séquences, ordre de séquences. Alors maintenant, comment décrire les objets sédimentaires? Il faut les hiérarchiser. On a parlé de faciès, on a parlé de séquences, et les faciès peuvent être analysés, la succession des faciès peut être faite de la manière suivante. Un faciès, par définition, c'est un corps sédimentaire, bien entendu, qui va être subdivisé en petites unités, mais qui va être regroupé également en unités descriptives et hiérarchisées. Notons au passage que l'amine, c'est la plus petite unité d'une sédimentation détritique. L'unité fondamentale en stratigraphie, c'est la formation. La formation, par définition, c'est quoi? C'est une unité stratigraphique cartographiable. Donc, il faut qu'elle soit cartographiable. Donc, il faut qu'il occupe un espace donné assez important. En général, la formation peut être subdivisée ou bien regroupée en. C'est ça la formation. Et il y a ce qu'on appelle le groupe. Le groupe, c'est une série qui fait 200 à 200 mètres. Et ce groupe, il peut contenir plusieurs formations. Et les formations sont
ont une épaisseur de 30 à 150 mètres. Et chaque formation peut être subdivisée en membres. Chaque membre, elle a une épaisseur de 2 à 30 mètres. Et chaque membre peut être subdivisé en plusieurs bonds. Les bonds sont de 20 cm à 2 mètres. Et chaque bond, donc, il est subdivisé en plusieurs feuillets ou bien lamines. Donc, vous voyez, donc, il y a une hiérarchisation. On part du bond jusqu'au bond, voire la lamine. Maintenant, on va passer à la notion de séquence. Qu'est-ce qu'une séquence? Alors, par définition, une séquence, c'est une suite de termes qui s'enchaînent et se superposent sans interruption majeure de la sédimentation. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation. Quand il y a interruption de la sédimentation, on va passer dans séquence. Donc, c'est une suite de termes qui s'enchaînent et se superposent. Le résultat, bien entendu, c'est renseigné sur le milieu des termes. Ces séquences sont séparées par des discontinuités sédimentaires. Alors, les séquences sont séparées par les unes des autres par soit des discontinuités ou diastèmes séquentiels avant le retour à des conditions de dépôt analogues à celles de la base de la séquence précédente. Les séquences sont séparées par des surfaces de discontinuité, et après une séquence ou bien après une surface de discontinuité, donc on va revenir à une autre séquence, la séquence précédente, voire une autre séquence. Et limite une succession de 2 ou plusieurs lithofaciès. Une séquence, par définition, c'est 2 ou plusieurs lithofaciès. Et ces lithofaciès correspondent à un événement. Une séquence, c'est un événement. C'est un événement géologique, bien entendu. Il y a deux types de diastèmes de surface. Soit des diastèmes d'érosion, qui correspondent à une surface d'érosion, des surfaces négatives, soit des diastèmes d'arrêt de sédimentation. Ils correspondent à une surface de vacuité. Les diastèmes d'arrêt de sédimentation correspondent à une surface de vacuité où il y a absence de sédimentation. Exemple, une surface de vacuité, les hardground, par exemple, ce sont des surfaces perforées, durcies, de ces surfaces d'arrêt de sédimentation, soit des joints millimétriques, tels que des niveaux riches en argile et des matières organiques, racines. Quand vous avez les racines, ça veut dire qu'il y a un arrêt de sédimentation. Ça peut être des encroûtements, entre autres des encroûtements carbonatés qui sont déballés au sol. Ça veut dire qu'il y a un arrêt de sédimentation. Et puis vous avez des surfaces érosives, telles que des surfaces de ravinement, des surfaces de discordance cartographique, on voit sur les cartes, il y a le biseautage, ou bien des discordances angulaires carrément, lorsque vous avez plissement, érosion et dépôt de l'entrecouche. Alors, on arrive aux classifications des séquences. La plus utilisée, c'est la classification géodynamique, dans laquelle on retrouve dans une région tectonisée, donc les éléments suivants, les termes suivants, conglomérat, micronglomérat, grès très grossier, grès grès moyen, grès fin, site argileux, site calcaire silteux, calcaire fin, et puis évaporite. Donc, tous ces éléments sont liés à une région tectonisée. Donc, vous avez tectonique, formation de la chaîne montane, relief, érosion, et puis dépôt. Dans ce sens-là, c'est une séquence, bien entendu, géodynamique virtuelle, donc qui n'existe pas en réalité dans toutes les séquences. Donc, il y a des termes qui peuvent manquer, mais on peut l'avoir, bien entendu. C'est une séquence idéale. Et puis, vous avez la classification pédogénétique. Alors, la classification pédogénétique, alors là, il est lié à l'évolution des sols. Bien entendu, il y a absence de la tectonique. Vous avez, en période de d'épistasie, vous avez dépôt d'évaporite, carbonate. Et puis, en période de rhistasie, vous avez un dépôt de charbon, minerai de fer, argile, craie et conglomérat. Alors, pendant la période de rhistasie, donc, vous avez beaucoup d'érosion parce qu'il n'y a pas de végétaux. C'est une période agitée, il n'y a pas de végétaux. Donc, les sédiments ne sont pas protégés. Et pendant la période d'épistasie, il y a beaucoup de végétaux, donc les sédiments sont protégés, donc il y a peu d'érosion. Alors, une remarque, c'est que la classification géodynamique, c'est la classification géodynamique qui va être la plus utilisée. Ainsi, on parle de séquence positive, qui traduit les dépôts allant des milieux de énergie vers un milieu de basse énergie. Donc, une séquence positive qui va depuis les conglomérats jusqu'au grès, jusqu'au siltre. Donc, ça montre une grande décroissance, ce qu'on appelle une séquence positive. Et bien entendu, donc, vous avez une diminution de l'énergie du courant. Et vous avez l'inverse, c'est une séquence négative, ce qu'on appelle une séquence inverse. Donc, vous avez un passage d'un niveau calme, citeux, par exemple,
type 2 vers un milieu plus agité, c'est de niveau conglomératique, avec une graine de croissance. Vous avez une graine de croissance, augmentation de la taille des grains, de la base vers le sommet, et bien entendu, vous avez augmentation de l'énergie. Ça s'appelle une séquence négative ou inverse. Alors, au passage, on remarque qu'une valve, c'est une séquence réduite à deux lits, un lit A et B, une des petits lits, donc millimétriques à centimétriques. Voilà, donc, voilà pour aujourd'hui, pour cette séance. La prochaine fois, donc, on va parler donc des autres types de séquences. Il y a des différents ordres des séquences et des milieux sédimentaires. في إطار عملية التعلم عن بعد والتي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين